Bienvenue dans la messe médiatique de ce dimanche 1er mai 2022 qui coïncide avec la commémoration de la fête des travailleurs, une fête acquise de longue lutte au 19e siècle grâce à Karl Marx pour soulager les souffrances des ouvriers qui travaillaient dans des conditions aliénantes et puis à la merci de leur patron bourgeois. Il est 13h34 dans tout le 16e fuseau horaire. J'ai de part et d'autre, pour le moment, c'est Fabrice Pétiesi, bien installé. Il est le directeur de publication du journal Le Libéral et aussi président de l'Observatoire togolais des médias. Il va être rejoint dans un instant par Vivien Tomi du journal Plume Libre et président de l'OPEL. Alors bonjour mon président et bienvenue sur ce plateau de la 2 qui s'honore de votre présence. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de partager un dimanche comme celui-ci, celui du 1er mai consacré à la fête des travailleurs. Merci surtout pour avoir accepté et répondre à cet appel malgré le caractère très sacré de la journée. Vous avez dû braver, faire diligence sur votre agenda de maison pour répondre. Ceci témoigne de l'intérêt que vous accordez à vos organes et surtout à nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un vrai plaisir. Je ne suis pas seul à la technique, c'est toute une équipe qui m'entoure. C'est Ibrahim Maki tout droit devant moi pour le cadrage. De l'autre côté, c'est Alexandre Tchalin qui nous met en orbite. Et les éléments de l'évangile que vous aurez à lire sont l'œuvre de Djeda Djelil qui les a soigneusement réalisés. Alors, bonne fête à vous, chers téléspectateurs, où que vous soyez et qui que vous soyez. Bonne fête des travailleurs et également bonne fin de jeûne et bonne fête par anticipation à nos frères et sœurs musulmans. Il faut dire que ce mois est un mois très occupé, très meublé de fêtes. C'est aussi un mois aussi sacré. Il y a une semaine, on parlait de la Pâque et déjà demain, nous serons avec nos amis musulmans pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Mais aujourd'hui déjà, tous les travailleurs du monde entier sont en fête depuis le matin. Une fois encore, Fabrice, merci d'avoir pris ce temps précieux de votre agenda pour répondre à cet appel. Alors, je le disais tantôt, c'est la fête des travailleurs aujourd'hui, vous le savez. Et pourquoi quel est le sens que revêt cette fête et telle qu'elle se célèbre et se commémore? Est-ce que les gens sont dans la logique et de la philosophie de la fête du 1er mai, telle qu'elle est célébrée chaque année? Oui, bon, il faut dire que la fête du 1er mai, en réalité, quand on interroge l'histoire, est une journée de revendication. Et donc, c'est à cette occasion que les syndicats portent des cahiers de doléances au niveau des employés pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est vrai que depuis des dizaines d'années, la chose a pris une tournure festive, mais ce côté revendication et recherche de l'amélioration des conditions de vie demeure toujours, puisque quand vous assistez aux différentes manifestations, au défilé du 1er mai, il y a un point de chute où à chaque fois une plateforme revendicative est toujours lue à l'endroit du gouvernement pour ce qui est du secteur public. Et dans le secteur public et privé, c'est vrai que ça prend aussi beaucoup plus la tournure d'une fête, mais néanmoins, il y a des syndicats quand même qui rappellent aux employeurs certains de leurs devoirs et puis également l'engagement de bien travailler pour l'épanouissement de l'entreprise. Donc, de façon globale, oui, c'est une journée de réflexion, mais aujourd'hui, elle se présente également une journée
est exclusivement réservé aux travailleurs qui doivent marquer une pause et puis faire un peu la fête et repenser un peu toute l'année du travail qui a été fait et également envisager des perspectives d'avenir. Oui, vous l'avez dit, chaque année, il y a des cahiers de doléances qui sont adressés par les employés à l'endroit de leur patron, l'employeur. Mais est-ce que ces cahiers de charges que les employés envoient à leur patronat font l'objet d'une attention particulière? Parce qu'on a comme l'impression que chaque année, les mêmes doléances et les mêmes revendications reviennent. Oui, c'est vrai, il y a cette impression que c'est toujours... pendant plusieurs années, je crois que les syndicats décidaient toujours de reconduire la même plateforme, estimant que rien n'avait été changé. Mais je crois que depuis quelques années, il y a quand même certaines doléances qui ont été prises en compte secteur par secteur. Quand vous prenez le secteur de l'enseignement qui fait la une de l'actualité depuis quelques temps, on ne peut pas dire que rien n'a évolué, beaucoup d'efforts ont été consentis. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas tout, mais je crois qu'il faut reconnaître quand même ce qui a été fait et chercher à améliorer davantage. Idem pour les autres secteurs d'activité, où quand même des mesures ont été prises également côté santé et autres. Donc de façon globale, les revendications seront toujours là sur le tapis à chaque 1er mai. Mais il faut également dire que les choses ne stagnent pas, il y a quand même une certaine évolution, même si elle n'apparaît pas significative aux yeux des travailleurs, il y a quand même une évolution. Parce que quand vous prenez aujourd'hui sur le social, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, sur le social, je crois que l'État togolais a fait beaucoup de choses. Quand vous prenez l'assurance santé, maladie, et vous allez vous rendre compte. Et même, on est en train de parler d'une assurance universelle. Voilà qui va s'étendre. Je crois que le secteur public en a bénéficié depuis des années et aujourd'hui des initiatives sont en train d'être prises pour que ça puisse s'étendre au secteur privé également. Je crois que c'est une bonne chose, l'INAM par exemple, et ça pourra permettre aux travailleurs quand même de pouvoir se maintenir en bonne santé, de pouvoir se soigner à frais très réduits. Donc, de façon globale, il faut dire que concernant l'aspect social, beaucoup de choses ont été faites et nous saluons quand même ces efforts du gouvernement, mais cela ne voulait pas dire que le gouvernement a tout fait. Je crois que les enjeux continue toujours de s'afficher au fil des jours. Aujourd'hui, on parle de la vie chère, on n'en parlait pas il y a 3 ans. Donc, ça voudrait dire qu'il y a d'autres défis à relever. Et je pense que l'État s'organise également par rapport à cela. Oui, vous l'avez si bien dit, cette année, cette fête se célèbre dans une situation de vie chère. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de la ville avant de venir. Je vous aurais demandé quelle a été l'ambiance dans les rues et autres les années passées quand le Togo rythmait son grand diapason. Il y avait des défilés, à pareil moment même, vous allez entendre des cris. Mais quelle est la situation? Bon, je crois que j'ai parcouru, je dirais pas que j'ai parcouru toute la ville, mais de ma fenêtre, j'ai vu quand même une certaine ambiance beaucoup plus animée par le secteur que je qualifiais d'informel. Vous allez voir ceux qui sont dans l'artisanat, les couturières, les coiffeuses qui font de cette journée une journée très importante. J'ai vu des uniformes, des t-shirts où les gens se dirigent vers naturellement la plage qui est très souvent le point de chute de ces différentes manifestations. Ça voudrait dire que quand même l'aspect festif est toujours là et beaucoup plus animé par le secteur artisanal, comme je le disais. J'en ai aperçu des jeunes filles avec des coiffures pas ordinaires. Cela suppose que c'est des coiffeuses. Et puis bon, j'ai vu également des regroupements, peut-être des gens qui appartiennent à des secteurs d'activité s'organiser. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats et à cette occasion, chacun cherche quand même à célébrer ce 1er mai d'une manière ou d'une autre. Mais parlant du secteur public, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui est fait. Je sais que depuis un temps, certains préfèrent fêter sur place au niveau du boulot. Ailleurs également, on fait des bonus sur les gens pour qu'ils aillent fêter en famille. En tout cas, chacun s'organise à sa manière. Mais ce qui est sûr,
il ne faudrait pas oublier l'essentiel par rapport au 1er mai, notamment les conditions des travailleurs. Et je crois que sur ce point, il est annoncé quand même un dialogue social qui devra se tenir. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, c'était prévu pour aujourd'hui. C'était prévu pour aujourd'hui. Je crois que c'est quand même une symbolique pour marquer cette journée des travailleurs. D'accord. Avant ce jour du 1er mai, Fabrice, dédié aux travailleurs du monde entier, c'était le 62e anniversaire de l'indépendance du Togo qui avait rassemblé le peuple autour du 27 avril à travers plusieurs manifestations avec comme apothéose le défilé militaire et paramilitaire. Et le soir, c'est le chef de l'État qui a agréablement surpris le peuple à travers un discours très réconfortant. Le discours a retenti dans nos différentes rédactions, dont voici les commentaires. Défilé militaire, discours à la nation, des mesures fortes pour combattre la vie chère, voilà qui a marqué le 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, comme on peut le lire dans Ouara les vainqueurs. Chronique de la semaine s'est beaucoup intéressée au discours du chef de l'État, à travers lequel fort appel au renouvellement du vivre ensemble des Togolais. Suspension de remboursement de l'avance d'un mois de salaire accordé au début de l'année aux fonctionnaires des secteurs publics, parapublics et aux retraités. Suspension au paiement des taxes et tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national. Baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits FNFI de 2 points sur toute l'étendue du territoire et de 4 points dans les zones vulnérables. Voilà la batterie des mesures publiées par Faure Essomzena Gnassingbé dans son discours pour soulager les peines des Togolais en 7 ans de vie chère et de mort facile. Il est relayé par Flambeau. Lutte contre la vie chère, le gouvernement prend de nouvelles mesures d'allègement, renchérit le changement qui précise que ce 102e anniversaire de l'indépendance du Togo a été célébré sous le signe de la division entre pouvoir et opposition. Pourquoi? La nouvelle tribune s'est aussi intéressée aux mesures sociales annoncées par le chef de l'État pour atténuer la souffrance du peuple. Dunia Le Monde nous présente cette belle parade du défilé militaire ayant marqué cette manifestation. Un défilé présidé par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, comme le précise la lanterne. Idem dans Togo Presse, qui ajoute que cet impressionnant défilé militaire et paramilitaire qui a eu lieu en présence de Faure. Plus loin, le journal s'est intéressé au message du chef de l'État à travers lequel il a exhorté les Togolais à la cohésion et à la solidarité, puis aux mesures prises pour soutenir le pouvoir d'achat des populations. 62 ans après son indépendance, révèle correspondant Actu, le Togo peine toujours à construire un État-nation. Les causes du problème des Togolais résideraient dans leur comportement, leur attitude vis-à-vis de leur pays. Le Seigneur dit, vous déversez quotidiennement des tonnes de malédictions sur votre pays à travers des propos offensants, maléfiques. Ce serait la révélation de l'Éternel au peuple togolais, livrée par le missionnaire Blaise Agbobli et cité par Vision d'Afrique. Selon l'Union pour la patrie, enfin, le message du 27 avril était l'autre face du président Faure. Voilà. Mon président, 62 ans d'indépendance, quels sont les acquis selon vous, aussi bien sur le plan social, économique que politique? C'est votre mémoire. Je crois que c'est une thèse de doctorat que vous m'avez demandé, les acquis pendant les 62 ans. Je crois qu'au fil des années quand même, l'indépendance, c'est vrai qu'au début, il y a eu tout un débat, sommes-nous vraiment indépendants? Oui, on a le drapeau, l'hymne, la devise et autres. Mais je crois que, quoi qu'on dise, il y a eu cette rupture-là avec la colonisation. Et dans la mesure où aucun pays ne peut fonctionner en vase clos, il est resté quand même des relations entre les pays colonisés d'une certaine époque avec la métropole. Et ce qui relance le débat sur la véritable indépendance, surtout qu'économiquement, pendant plusieurs années, depuis les indépendances, on a montré quand même cette dépendance financière vis-à-vis de l'Occident, ce qui peut également amener des gens
à se demander si on peut véritablement parler de l'indépendance, si économiquement on ne l'est pas. Mais de façon globale, nous retenons tout simplement que nous avons acquis notre souveraineté internationale et qu'au fil des ans, aujourd'hui, nous avons expérimenté plusieurs régimes sur le plan politique. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la démocratie qu'on a montré depuis les années 90. Et quel est le bilan? Je crois que nous sommes toujours à l'école de la démocratie. En 30 ans, on ne peut pas espérer brandir ou bomber le torse pour dire que nous sommes un État démocratique à 100%. Les efforts sont faits, notamment sur les questions des droits de l'homme, sur les questions de la liberté d'expression et dans beaucoup de domaines également. Donc, sur ce point, je crois que politiquement, on a beaucoup encore, on a des élections qu'on organise. Le Togo a choisi d'élire ses dirigeants, ce qui se passe. Pendant longtemps, il y a eu des difficultés liées à la violence électorale. Je crois que ces dernières décennies, quand même, on a la chance d'organiser des élections où on ne constate plus de ces courses-poursuites entre militants d'un parti à un autre. On peut se dire que c'est une évolution sur ce point qui date de ces dernières années. Mais de façon globale, nous avons encore beaucoup à faire. En ce qui concerne la relance économique et le développement du pays, le gouvernement fait sa part. Mais vous allez vous rendre compte que le Togo rentre progressivement dans un état de droit. Et ce n'est toujours pas facile, il y a des sacrifices à faire. Vous allez voir les taxes qui sont normales, mais mal vécues par les citoyens, la population et autres. Donc je crois qu'on a encore du chemin à faire pour bâtir notre pays. Et félicitations à tous ceux qui se sont battus depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui pour construire ce pays-là, et également beaucoup de courage pour les générations à venir qui doivent également maintenir le flambeau et permettre au Togo d'aller de l'avant. Donc de façon globale aujourd'hui, s'il faut parler de bilan, je crois on va le dire sur c'est un bilan qu'on ne fera pas de façon globale, mais secteur par secteur. Il y a des secteurs dans lesquels les choses ont évolué, nous avons pris notre destinée en main, mais il y a des secteurs où jusqu'à aujourd'hui, depuis le départ du colonisateur, rien n'a évolué. Par exemple, quand je prends les infrastructures routières, vous allez vous rendre compte que oui, on a tracé des rues, mais le chemin de fer depuis le départ du colonisateur, c'est resté la même chose. Sur le plan culturel, nous parlons le français qui est la langue du travail. Nous n'avons vraiment pas, malgré les politiques pour faire la promotion de nos langues, nous n'avons toujours pas réussi à les hisser là où il faut. Donc, tout un tas de chantiers encore qu'il nous reste à même faire. Sur le plan de l'éducation, hein? Oui, sur le programmes sont encore certains programmes scolaires méritent d'être revisités puisqu'ils datent des années 75 et autres. Donc c'est pour cela que je dis s'il faut faire le bilan des 62 ans d'indépendance, ça doit être secteur par secteur, parce que ce serait un peu illusoire de ramasser tout ça et de donner une note globale. Vous avez réussi l'exercice. Je crois que on ne peut que prier pour que des avancées continuent par se faire enregistrer sur tous les plans, surtout sur le plan économique, parce que la vraie indépendance, on a comme l'impression que c'est l'indépendance économique, même si elle aussi dépend de l'indépendance politique. Mais ce qui est phénotypiquement sensible et remarquable, c'est l'indépendance économique qui, pour le moment, semble ne pas être perceptible pas seulement au Togo, mais dans la plupart des pays de la sous-région, même pourquoi pas du continent africain. Oui, bien sûr, cette indépendance économique, c'est le débat aujourd'hui, où pratiquement, surtout quand vous prenez un pays comme la France, qui n'a pas du tout coupé le cordon ombilical avec ses anciennes colonies, et vous suivez un peu l'actualité par rapport au Mali, où certains, d'une manière amusée, semblent dire que c'est maintenant le Mali obtient son indépendance. Donc vous voyez un peu
la façon dont l'ancienne métropole est mise à la porte. Alors, est-ce que d'autres pays vont suivre? Mais de toutes les façons, nous faisons face aujourd'hui à un monde où les gens voient les choses autrement. Peut-être que c'est lié à l'ouverture ces dernières années, puisque aujourd'hui, le monde est très informé, les gens sont très informés. Quand vous prenez l'appui des réseaux sociaux et tout cela, il y a une certaine frange de population sur ces réseaux sociaux-là qui réfléchit autrement qu'il y a quelques temps. Vos idées à l'époque, vous les gardez avec vous-même, à part ceux qui écrivent, vous les gardez dans votre coin et puis ça s'arrête là. Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir que sur presque tous les sujets, les gens s'expriment et on sent quand même qu'il y a une jeunesse africaine qui a envie de voir les choses changer. Et dans certains pays, il suffit de voir un peu la manière dont les commentaires sont faits autour de certains sujets d'actualité. On a l'impression qu'on va vers une autre révolution des mentalités, parlant principalement de l'Afrique. Venons-en à présent à la célébration elle-même de l'événement qui a été marqué, qu'un journal a relevé par le défilé, mais avant le défilé, il y a eu l'allumage du flambeau de l'indépendance, et puis l'alléchant discours du chef de l'État. Alors, vous, au libéral, quel a été le temps qui vous a... la dénomination unilatérale. S'il vous plaît. Qui vous a le plus marqué au cours de cette 62e commémoration, Fabrice? Oui, bon, je crois que parlant du défilé militaire, c'est des traditions. Il y a toujours un défilé du 13 janvier, du 27 avril, depuis quelques années. Mais maintenant, on sait aussi qu'il y a des moments où le chef de l'État décide de s'adresser à la nation. Parfois, il ne le fait pas. Cette année, il l'a fait. Et c'est un discours vraiment riche de beaucoup d'enseignements qui a abordé plusieurs aspects de la vie socio-économique togolaise, que ce soit les questions de sécurité, que ce soit le social, et la santé, l'éducation, et avec de fortes mesures, surtout concernant la vie chère dont on parle. Et donc je crois que ce discours-là, quand même, vous l'avez dit dans votre introduction, a reconforté les Togolais, parlant de la vie chère, des mesures qui ont été prises pour essayer d'amener les Togolais quand même à voir la vie autrement, parce qu'il faut reconnaître que depuis un certain temps, la flambée des prix sur des produits conduit à une situation de crise économique qui ne dit pas son nom. La flambée, la flambée des prix et tout cela. Et les mesures, oui, elles sont salutaires, mais je crois que quand vous prenez par exemple la première mesure qui consiste à demander, puisque en début d'année, pour toujours permettre aux familles de bien fêter, il y avait un 13e mois qui avait été payé aux travailleurs sous forme de prêt, et le paiement devait être échelonné sur l'ensemble des mois de l'année. Et le gouvernement a suspendu cela. C'est une bonne chose. Et à part ça, ce qui est important aussi, je crois que le plafonnement des prix sur les produits locaux... Donc l'effet a commencé aujourd'hui. Oui, donc je crois que c'est une très bonne mesure également. Mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là, parce que nous savons que dans cette situation de crise, de vie chère, il y a beaucoup de commerçants que je qualifierais de véreux, qui fixent des prix de façon anarchique et anormale. Et des mesures ont été prises quand même pour pouvoir cette fois-ci faire de telle sorte que ces mesures qui ont été prises par le gouvernement se ressentent dans le panier de la ménagère. Et c'est pour cela le gouvernement ne fera pas tout lui seul. Le contrôle du prix, il faut le faire. Mais il y a quand même une mesure qui a été prise qui nous permet à nous, consommateurs également, de contribuer à aider le gouvernement à asseoir toutes ces mesures qui ont été prises. Je veux parler du numéro vert, le 85-85, qui a été annoncé pour que toute personne puisse dénoncer les situations anormales où on assiste à l'augmentation des prix de façon anarchique qui ne s'explique pas. Je crois qu'avec ces mesures, il ne faudrait pas que le consommateur dorme, parce qu'on connaît cette passivité du Togolais. Quand vous avez la certitude que vous êtes dans une boutique ou sur le marché où vous sentez que le produit est vendu plus que le prix qu'il devait l'être, il faut le dénoncer. Et j'espère que lorsqu'on aura à dénoncer, le ministère du Commerce prendra vraiment des mesures pour décourager tous ceux qui se lancent dans cette pratique-là et qui font que toutes les mesures prises pour
diminuer l'ampleur de cette vie chère-là n'ont finalement pas d'effet. Et j'espère que cette fois-ci, ça aura vraiment un effet, parce qu'on a parlé des produits vivriers comme le riz, le haricot. Vous savez que c'est ce qui se retrouve dans nos assiettes régulièrement. Les produits importés également, quelque chose est fait. Donc, de façon globale, il faut comprendre que ces mesures-là qui ont été annoncées après le discours du chef de l'État sont quand même des mesures où les Togolais observent encore et attendent voir qu'est-ce que ça va donner. Mais comme je l'ai dit, nous avons également un rôle à jouer en essayant de dénoncer ce qui peut l'être pour attirer l'attention du gouvernement sur certaines situations malencontreuses qui n'arrangent pas le citoyen. Parce que moi, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez de l'eau minérale, je ne vais pas donner la marque pour ne pas faire une publicité gratuite. L'année passée, la semaine passée, moi j'ai acheté de l'eau minérale dans un magasin. Je l'ai eu. Il y a un magasin qui me parlait de 4200, il y a un autre qui me parlait de 3800, et j'ai trouvé un autre magasin qui vendait à 3500. Alors quel est le réel prix de ce produit qui est le même pratiquement partout? On ne parle pas de qualité, c'est le même produit. Je ne saurais le dire. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, il y a des gens qui, de façon délibérée, augmentent des prix comme cela juste pour se faire un bénéfice en profitant de la situation actuelle. Oui, la mesure, vraiment, c'est vrai, toutes les garanties sont données ce matin. Hier déjà, il y a eu un communiqué, on a dit la vérité de ces prix-là. Ce matin, je l'écoutais dans une langue locale même qui a pris tout son temps à communiquer par région, par produit, les différents prix. Mais je suis en train de voir effectivement la réalité sur le terrain. Est-ce que vraiment on aura les ressources nécessaires pour pouvoir contenir la situation? C'est vrai que vous n'êtes pas dans le secret des dieux du pays, mais on peut se poser cette question, puisque la communication doit aussi contribuer, la presse doit aussi contribuer. Mais la presse doit beaucoup contribuer. Il faut des émissions de sensibilisation comme de ce genre pour vraiment amener les gens à comprendre, à appliquer les prix qui ont été annoncés par le gouvernement. Et j'espère que ces prix également ont été fixés après d'intenses discussions avec les différents acteurs, puisqu'il faut le reconnaître, quand on fait le commerce, c'est pour gagner un bénéfice. Mais il ne faudrait pas exagérer dans le gain que vous recherchez au point d'asphyxier les consommateurs. Donc aujourd'hui, on a une grille des prix. Et sur le terrain, on verra dans les jours à venir si c'est ce qui est respecté, ou il y aura des arguments encore qu'on tirait des cheveux, qu'on avait avancé pour justifier certains prix, puisque entre autres mesures, il y a cette suspension de la taxe qui sont payées au niveau de nos marchés pour 3 mois. Donc ça fait quand même partie des petites mesures qui quand même peuvent influencer un peu les prix qu'on fixe sur nos marchés. Avant ça, il y avait eu la suspension de la TVA. Et donc aujourd'hui, il y a plus que ça. Ça devrait quand même, si les choses sont respectées, comme vous le dites, ça devrait quand même avoir un impact sur la vie. Oui, peut-être pas régler le problème totalement, mais amoindrir la souffrance des Togolais. Nous l'espérons. Je reviens un peu par rapport on va faire un peu de la littérature par rapport à la suspension de remboursement du prêt présidentiel. Alors, les gens se posent la question s'il s'agit d'une suppression ou d'une suspension. Est-ce qu'il va arriver un jour où le président de la République dira la mesure reprend effet? Quel est le mot qui a été utilisé? C'est suspension. Alors, je crois que la suspension suppose qu'on arrête pour un temps et que ça devrait reprendre. C'est différent de l'annulation. De toutes les façons, ça a été toujours dit que c'est un prêt. Ce n'était pas un cadeau. Oui, aujourd'hui on fait face à la vie chère. C'est comme
vous me devez de l'argent et je constate que vous traversez une situation délicate et je vous dis, bon, pour l'instant, si vous me versiez progressivement un montant, je vous dis, bon, pour l'instant, vous pouvez attendre que les choses s'améliorent à votre niveau avant de reprendre. Donc, je crois que il ne faudrait pas demander plus que ce qu'on a donné. On a parlé d'une suspension et je crois qu'elle doit pouvoir soulager. Et maintenant, si à un moment donné on arrive à une situation où la question de la vie chère est conjuguée au passé, on pourra quand même dire, bon, rappeler aux travailleurs qu'ils devaient au gouvernement par rapport à ce prêt-là. C'est comme ça, moi je comprends ça. Oui, moi aussi je le comprends comme ça. Ils ont applaudi la mesure. Je crois que si, comme vous le dites, on revenait, qu'ils ne froissent pas la mine. Et je crois que ça pourrait aussi servir d'école ou d'inspiration aux banques. Les gens sont sous des prêts. À un moment donné, vous traversez une situation. Est-ce que une banque ou les banques ne peuvent pas intégrer à leur gestion ou à leurs produits un truc comme ça pour que si à un moment donné vous sentez que vous avez des problèmes, vous êtes essoufflé, qu'on puisse suspendre, que après vous puissiez continuer. Est-ce que ça ne peut pas inspirer? Au niveau des banques, je crois que c'est leur business, faire des prêts, faire le recouvrement, parce qu'en réalité l'argent n'appartient pas à la banque. C'est-à-dire que moi je peux aller déposer, toi tu viens emprunter, il va falloir qu'au moment où moi je vais reprendre mon argent, puisque je sois capable de le reprendre. Alors maintenant, si vous dites que qu'on vous fasse quand même une situation où vous ne remboursez plus, ça va poser un problème. Enfin, je parle d'une manière ordinaire, je ne suis pas banquier. Et donc, mais je reconnais quand même qu'il y a parfois des situations qui n'étaient pas prévues au moment où vous contractez peut-être le prêt. Et ça, je crois qu'il y a quand même parfois des discussions qui se font avec les gestionnaires de compte pour voir quelle est la solution qu'il faudra trouver et autres. Il y a aussi les assurances qui entrent en ligne de compte et tout cela et autres. Mais de toutes les façons, il faut que la banque fonctionne, il faut qu'elle paye ses employés, il faut qu'elle soit dans une disposition à pouvoir mettre à la disposition des gens ce qu'ils ont déposé à un moment donné. Donc, prendre une mesure globale pour dire que, bon, comme le gouvernement a suspendu le remboursement, les banques aussi peuvent suspendre. Je crois que ça va créer un sérieux problème pour le fonctionnement. Parce que tout le monde voudra qu'on suspende et là, ça pose problème, effectivement. Et une dernière question, c'est par rapport à l'ambiance du 27 avril, politiquement parlant. En tout cas, je n'ai pas fait, je ne suis pas sorti en tant que tel, mais je n'ai pas eu autant de manifestations, de bruit de la part des partis politiques, à part ce défilé, à part ces actions du gouvernement et autres. Bon, je crois que ce sera une bonne chose. Que ce soit ainsi, peut-être à l'avenir. Parce qu'en réalité, à un moment donné, il y a certains partis qui croyaient que le 27 avril leur appartenait. Je crois qu'il fallait enlever ça de la tête des Togolais pour dire non, le 27 avril, c'est un patrimoine national, c'est pour le Togo, c'est pour tous les Togolais. Et donc, ceux qui ont la responsabilité d'occuper des postes au niveau de l'État, c'est eux qui impriment le rythme à suivre. Ben, ça ne dispense pas peut-être des gens également d'avoir des initiatives particulières. Tu peux choisir de fêter le 27 avril chez toi avec des amis. Tu peux dire, bon, je peux organiser un tournoi. Mais ça reste quand même une date régalienne et qui concerne d'abord tous les Togolais, puisque à un moment donné, comme je le dis, il y a un parti politique qui pensait que le 27 avril, c'est eux d'abord. Bon, c'était pas... Tous les Togolais se sont battus pour l'indépendance qui a été donnée un 27 avril. Et cette date est restée. Ce n'est pas l'apanage d'un parti politique. Et je crois qu'il a fallu mettre du temps pour le faire comprendre. Aujourd'hui, on le comprend. Parce qu'il faut dire que peut-être cette situation est partie du fait qu'à un moment donné, la date du 27 avril avait été mise sous éteignoir. Et à l'époque, certains se cachaient pour pouvoir se rappeler de cette date importante-là. Peut-être que les gens ont gardé cette habitude
malheureusement, quand les choses ont changé et on a remis les choses à leur place. Donc aujourd'hui, le 27 avril, c'est pour tous les Togolais. Le 27 avril, c'est pour tous les Togolais et voilà, célébrer. Nous attendions Vivien Tony du journal Plume Libre et pendant que nous sommes en train de quitter le sujet sur le 27 avril, le voilà arrivé. Alors j'avais une question à lui poser par rapport à cette date. Vivien, bonne arrivée. Merci, bonjour à toi Eric, bonjour à Fabrice et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de TV2 qui nous regardent. Merci beaucoup Fabrice. Vivien Bamava vous dit bonjour. Oui, bonjour à toi Vivien. Vous avez accusé un léger grand retard. Bon, vous savez que la fête du 27 avril continuait parce que hier on était dans le Grand Coteau. Vous qui bon, nous qui voulions continuer la célébration comme le faisaient nos grands-parents. D'accord. Donc on a eu à faire une petite descente à Palimé, à Gou, sur le pic d'Agou, tout ça là. Donc c'est ce qui fait qu'on est revenu tard à Lomé. C'est ce qui explique un peu ce retard. C'est sûr que je n'étais pas vite informé aussi. C'est vrai, vous avez raison. Comment se porte le parti indépendantiste que vous côtoyez assez bien? Et je suis sûr que c'est avec lui que vous étiez dans les monts Agou et autres. Bon, pas forcément parce que en réalité, aujourd'hui, le CUT, qui était le parti qui avait beaucoup plus lutté pour l'indépendance, quand même les autres aussi se sont associés à plusieurs héritiers. Donc, tous ceux qui se réclament de la Blorée, ce n'est pas une question de parti politique, ont effectivement cette habitude de célébrer la fête de l'indépendance comme on célèbre Noël et puis Nouvel An, parce qu'il s'agit... Comme on célèbre 1er mai aussi. 1er mai, il s'agit de se souvenir d'abord du sacrifice de tous ces Togolais de Lomé jusqu'à Sécassé qui ont lutté pour que nous puissions être libres et pour que nous soyons indépendants véritablement. Parce que quand on parle de l'indépendance, aujourd'hui, la nouvelle génération ne peut pas percevoir ce que c'est parce qu'on n'a pas vécu cette période-là. Mais nos grands-parents, nos parents ont vécu cette période où les Africains étaient pour la plupart obligés de travailler plus de 8 heures par jour pour le blanc. Et c'est à peine si vous avez 1 heure ou 2 heures de temps pour vous. Et vous vous rappelez de ces petites blagues du genre c'est le blanc même qui m'a giflé, du genre tout pour le blanc, du genre ramasser tous les cadeaux pour le blanc pour qu'il nous laisse libres. Et vous vous souvenez à Anéor de ce qui s'est passé, où certains pêcheurs ramassaient les meilleurs poissons pour pouvoir livrer aux blancs pour qu'on ne les dérange plus. Donc, être libre de ce joug colonial, être libre de cette imposition, de ces exigences-là, je crois que c'est une grande fierté pour tous les Togolais. Et aujourd'hui, nous avons encore la chance d'avoir certains parents qui avaient assisté, ne serait-ce qu'à la proclamation de l'indépendance. Quand même, il faut le rappeler, la lutte pour l'indépendance n'a pas commencé seulement en 1957 ou 1956, mais c'est bien avant, depuis avant même les années 46. Mais le Togo a eu son indépendance en avril 1958. Mais le gouvernement ou le régime de Sylvanus Olympio avait demandé prendre au moins 2 ans pour pouvoir préparer les festivités de cette proclamation de l'indépendance. C'est ce qui explique la création de certaines structures, la construction de l'hôtel Ibis, par exemple. C'était dédié justement pour accueillir ceux qui devaient venir fêter l'indépendance avec notre pays, le Togo. Donc aujourd'hui, l'indépendance, c'est toute la nation togolaise qui la célèbre. Il fut un temps, comme le disait Fabrice, on avait mis un peu cette célébration sous éteignoir. Mais c'est sans compter sur la conviction des Togolais, parce que je sais que plusieurs personnes, nous, quand on était même enfants, quand même officiellement on ne célébrait pas le 27 avril, et beaucoup célébraient le 27 avril. On mettait le drapeau, on était fiers de reprendre les morceaux de la nation. On se souvenait surtout de ses parents. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les préfectures du Togo, il y a toujours un monument quelque part
dans une ville, dans un village qui rappelle l'indépendance. Et quand on se rappelle du sacrifice de ceux qu'on a appelés les martyrs de Pia, en fait c'est une célébration de tous ceux qui sont martyrs dans tout le pays. On a consacré cela parce que à Pia ce jour-là, ce qui s'était passé, c'est qu'ils ont dit Abloré ou rien. On dit ne prononcez plus ce mot même, Abloré. Ils ne continuaient pas à prononcer. Et il y a eu une tuerie qui ne dit pas son nom. Il y a eu beaucoup de morts parce que les chiffres même que nous avons, ce ne sont pas nécessairement les chiffres réels, puisque dans le temps, la presse était détenue par les Français et par les colons. Donc c'est eux qui écrivaient un peu l'information sur ce qui s'est passé dans notre pays. Aujourd'hui, en bref, la fête de l'indépendance, c'est une grande période de célébration, de fierté, de l'affirmation, de l'appartenance à cette patrie. Et il faut saluer le travail que le président Faure Gnassingbé a fait depuis son avènement au pouvoir. En 2006, pour une première fois, on a repris à une célébration du 17 avril en Alport. Vous vous souvenez, il y a eu un spectacle qui a mobilisé plus de 200 artistes du Togo, de la Côte d'Ivoire, et c'était au stade d'Omnisport. Je crois que c'est Edem Kojo qui était Premier ministre en ce temps. Aujourd'hui, nous n'avions pas célébré le 27 avril en 2020, en 2021, tout simplement comme il le fallait parce qu'il y avait la crise de coronavirus. Mais en 2022, ça a été célébré côté officiel par ce défilé militaire et paramilitaire. Cette année, Fabrice, il n'y a pas le défilé civil comme d'habitude. Est-ce que c'est vrai que je n'ai pas suivi. Il n'y a pas eu de défilé civil tout simplement parce que le chef de l'État a estimé que du moment où le coronavirus n'était pas complètement fini, il ne fallait pas quand même faire du désordre, il faut limiter un peu les choses. Donc dans le strict respect des mesures barrières, les militaires et les paramilitaires ont défilé. Il y avait des civils dans les tribunes, mais les civils ont assisté. Ensuite, vous savez que les données ont changé. Avant, on pouvait célébrer le 27 avril jusqu'à 15h ou 16h avec un défilé très long. Pour les fêtes nationales, généralement, les défilés étaient trop longs. Cette fois-ci, c'est au plus tard à 11h. La dernière fois, c'était à 11h03. Le défilé a pris fin. Donc, il y a tout ce souci. Au niveau des partis politiques, quand vous prenez un parti comme l'UFC, il y a eu beaucoup de programmes, à part le message délivré par le président national de l'UFC, qui est en même temps chef de file de l'opposition. Il y a eu, à part la diffusion de ce message-là, des activités comme effectivement une réjouissance populaire au siège du parti, à Ného, à Palimé, à Agou. Aussi, les responsables de l'UFC ont participé au défilé officiel au niveau de la nation, mais en même temps aussi, c'est une célébration qui est étendue sur plusieurs jours. Même chose du côté du net, où on a vu Jerry Tama marquer un but au cours d'un match de football organisé à cette occasion. Du côté de l'ANC comme du côté de tous les autres partis, il y a eu une célébration en face de cette fête de l'indépendance. Merci, vous nous avez rattrapé, mais vous nous avez donné beaucoup d'informations complémentaires. Fabrice nous a suffisamment édifiés, mais à plusieurs, on est intelligent, comme le disent les Chinois. Nous avons été suffisamment édifiés, mais je ne sais pas si Fabrice a un mot à ajouter par rapport au 27 avril. Sinon, la contrainte du temps nous amène à passer à un chapitre suivant. Une affaire d'adressage des rues dans le Golfe 4 fait parler d'elle. Le maire du Golfe 4, qui n'est autre que Jean-Pierre Fabre, qui aurait procédé unilatéralement, dit-on, à de nouvelles dénominations des rues de cette commune, a rencontré le ministre de l'administration territoriale sur son passage. Celui-ci a tout simplement mis fin au projet. C'est l'autre vue et constatée de la presse que je vous invite à suivre. Boukpessi met fin aux nouvelles dénominations unilatérales des rues par Jean-Pierre Fabre. Apprend-on de chronique de la semaine. Adressage des voix de la commune du Golfe 4. Flambeau des démocrates s'en est intéressé et parle de coup politique de Fabre.
Affaire d'adressage des rues de la commune Golf 4, Fabre a raison, Fabre a tort, lance la nouvelle tribune qui joue à l'avocat du diable. La rebaptisation des rues dans la commune Golf 4 serait-elle la cause d'une guerre entre Boukpessi et Fabre, se demande Dounia Le Monde. Pour la lanterne qui se demande si Fabre peut être courtable par ses militants, c'est un coup de cesse salé pour lui. Fabrice, quelle mouche aurait piqué? En tout cas, je ne sais pas si vous avez vent de cette affaire qui a quand même fait parler d'elle, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les médias, et qui continue par faire couler beaucoup d'encre de salive. Jean-Pierre Fabre aurait procédé à l'adressage ou à un nouvel adressage des rues de sa commune Golf 4. Alors, oui, je crois que ça avait fait débat où on se demandait est-ce que ce sont les prérogatives du maire ou c'est beaucoup plus à un niveau plus élevé au niveau de l'État. Mais j'avoue que je n'ai pas parcouru vraiment les tests, mais ce que je peux dire, si jamais les communes ont peut-être le droit de baptiser les rues, ça va être une vraie salade. Une vraie salade, pourquoi? Quand vous prenez par exemple une rue comme celle de la CEDEAO, ce qu'on appelle le boulevard du contournement, vous savez combien de quartiers ça traverse, combien de communes cette rue la traverse. Alors s'il faut que chaque maire donne un nom, je ne sais pas la même rue aura combien de noms. Est-ce que c'est quand on arrive sur ton ressort territorial que la rue prend un autre nom? Mais pour les places, pour les noms des places publiques, je crois que le maire peut. Mais au-delà de ça, il y a un autre débat. C'est vrai que ça, il faut le repenser à un niveau plus élevé qu'au niveau des collectivités. Bon, peut-être que Jean-Pierre Fabre ou la mairie de Golf 4 fait bien de lancer le débat sur le nom de certaines rues. Parce qu'effectivement, il y a quand même une confusion qui ne s'explique pas. Quand vous prenez par exemple des noms comme, je ne sais pas, boulevard du 13 janvier. Alors vous savez ce que c'est que le 13 janvier. Et ça a été quand même un problème politique pendant longtemps. Et les autorités d'alors avaient même décidé, ce n'est même pas qu'ils ont décidé, ils ont fait disparaître les traces du 13 janvier parce que c'est une date qui posait problème. Qui ne favorisait pas la réconciliation. Alors si on en est arrivé là, et ça fait partie aussi des recommandations de la CVJR, je crois que on a un peu oublié peut-être de régler ce problème, par exemple au niveau de certaines rues. Vous allez au Palais des Congrès, le logo du RPT est toujours sur au Palais des Congrès de Cara, le logo du RPT est toujours sur le bâtiment. Et à la maison du RPT, tout ça, et bon, est-ce qu'on peut réactualiser ou on considère que ça fait partie de notre histoire? Je n'en sais rien, mais il faut quand même relancer le débat sur ces dénominations-là, parce qu'il y en a aussi, il y a aussi des dénominations qui ne nous concernent pas. Avenue Duchebourg, bon, c'est allemand. Avenue Nicolas Gruniski. Nicolas Gruniski, c'est un ancien président. Oui, il est togolais. C'est tout à fait logique. Quand je prends Avenue Duchebourg, Félix Houphouët-Boigny, c'est une icône sur l'ensemble du continent. Bref, on peut chercher à voir si on ne peut pas changer certains et d'autres. Mais est-ce qu'il revient au maire de le faire? Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, c'est là où il faut clarifier les choses pour voir qui peut le faire. Mais comme je le dis, dans une commune, peut-être le maire peut avoir la possibilité quand même de baptiser certaines places. Endroits. Vous allez, et ça aussi, à un moment donné, il faut canaliser ça. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens aussi qui se lèvent, qui donnent des noms au carrefour comme cela. Quand vous parcourez à Goignivé un peu en allant vers les camps GP, Locopé, tout ça là, vous allez voir des carrefours qui portent des noms. Avec des symboles. On ne sait pas si c'est la mairie qui est derrière ou bon, c'est celui qui s'est levé, il a fait... mis quelques briques, il a fait un rond-point qui décide de donner le nom. Donc tout ça là, je crois qu'il faut régler ça et savoir qui peut faire quoi. Vivien, votre avis me plaît là-dessus.
Quelle mouche aurait piqué? Comment vous appréciez ce malentendu, si je peux l'appeler ainsi, entre le projet de Fabre et puis la réaction de... Il y a un confrère qui a écrit Jean-Pierre Fabre a tort et puis il a raison. Oui. Mais en réalité, est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce que le maire a le droit de rebaptiser les rues? Le maire a le droit de donner des noms aux rues. Ça, c'est aux rues, aux routes, aux boulevards, aux avenues, aux places. Ça fait partie des prérogatives du maire. Maintenant, quand tu es maire, et là, c'est là le problème, quand tu es maire, il y a eu un conseil municipal qui a déjà dénommé des routes ou des rues avant toi. Donc, quand tu veux faire une nouvelle dénomination de ces rues qui ont été décidées par un autre conseil municipal, il faudrait faire une consultation, une concertation. Donc, en cela, est-ce que Jean-Pierre Fabre a le droit de proposer de renommer les rues? Oui, il a le droit de proposer, de renommer. Mais il faut un dialogue, justement, comme cela est toujours préconisé. Parce qu'il y a effectivement des routes qui dépassent l'étendue de votre commune. Et donc, le Togo dispose aujourd'hui de 117 communes. Mais nous avons aussi au niveau de Lomé, à part les 13 communes de Lomé, il y a le district. Donc, il y a des questions qui dépassent les communes que le district règle. Et bientôt, nous aurons un gouverneur. Et donc, les gouverneurs vont régler beaucoup de problèmes aussi. Maintenant, quand il s'agit d'une rue comme le 13 janvier, ou une route comme le 13 janvier, ou d'autres symboles de l'État qui posent problème ou qui peut-être peuvent être un frein à la réconciliation, il s'agit juste de concerter les autres. Il s'agit juste de discuter. Et donc, l'effet d'annonce qu'il y a eu autour de ce travail du conseil municipal n'a pas du tout aidé, n'a pas favorisé effectivement que le projet avance. Mais de l'autre côté, est-ce que le ministre de l'administration territoriale a le droit d'interdire aux communes de dénommer la route? Non, il n'a pas ce droit. Mais s'il voit qu'effectivement, il peut se fonder sur des arguments pour dire d'abord, la route que vous voulez dénommer n'est pas seulement dans votre commune, ça dépasse votre commune. Donc il faudrait que d'autres communes aussi se prononcent là-dessus. Ensuite, les routes qui ont été déjà nommées avant vous, c'est ça veut dire qu'il y a eu un conseil municipal qui a statué là-dessus, au même titre que votre conseil municipal aujourd'hui statue. Donc il faut une discussion, il faut un dialogue, il faut une concertation. Et le maire de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, aurait pu réussir très vite ce problème sans aucun frein s'il avait eu le temps, effectivement, pas de demander la permission, mais de discuter, de dialoguer un tout petit peu. Vous savez que le CHU de Tocoin, ce n'est pas le nom qui était donné au CHU. Le CHU avait un autre nom, je ne reviens pas là-dessus. Mais après, le président Florian Singbe a décidé de changer le nom de CHU Tocoin à CHU Sylvain. Et moi, je me rappelle dans le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré que ce soit lui le président de la République, il a concerté, il a consulté certains acteurs politiques, y compris J.P. Olimpio, je peux en parler. Alors, il les a concertés pour leur dire, bon, je voudrais bien renommer le CHU. Et tout le monde a dit, ah ben c'est une bonne chose. Vous voyez, là, ça passe vite. Alors que lui, il avait le droit de ne pas consulter et de décider. Parce que ça relève plus de l'État togolais que d'une commune. Donc je crois que c'est de la même façon. Jean-Pierre Fabre n'a pas encore échoué dans son projet, mais il doit faire un dialogue autour de cette proposition. Et au niveau du conseil municipal de Golfe 4, je ne suis pas sûr aussi que c'est Jean-Pierre Fabre seul qui porte ce projet. Il y a eu sûrement un vote, ça a été étudié par le conseil municipal et le conseil municipal dans sa majorité est d'accord. Mais ce qui reste à faire, c'est essayer de faire un pas de dialogue, de discussion et pourquoi pas consulter les autres. Il y a le préfet qu'on peut consulter, il y a le ministre de l'administration qu'on peut consulter et à un autre niveau même, le maire Jean-Pierre Fabre qui est en même temps président
du parti politique ANC pourquoi ne pas écrire une lettre au président de la République pour dire voilà ce que nous avons décidé au niveau du Conseil municipal. Et s'il le faut même à l'Assemblée nationale, ça peut aller à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura changement de nom des rues, des routes? Oui, bien sûr. Ça fait partie des prérogatives des maires et ce sera fait bientôt. Mais attention aussi à donner n'importe quel nom à nos rues. Vous savez, aujourd'hui, comme le soulignait Fabrice, il suffit de mettre quelques briques à un rond-point et puis toi-même tu donnes ton nom. Ce n'est pas normal. C'est le maire. Et bientôt les gens vont renommer les rivières. Oui, c'est la mairie qui doit baptiser les rues. Si tu as une proposition, tu écris en tant que citoyen à la mairie et la mairie. Mais là où le ministre a manqué aussi d'argumenter, c'est quand il dit qu'il y a un décret qui sera pris et quand le décret sera pris, on va agir. Non, monsieur le ministre. On agit avec l'existant, c'est-à-dire que la loi dispose pour aujourd'hui et pour toujours, c'est ça. Donc quand il n'y a pas encore une loi, on s'appuie sur les lois existantes pour pouvoir agir. C'est là où les députés, les maires ne se retrouvent pas. Le ministre rappelle dans sa note qu'il y a un décret d'application qui sera pris bientôt pour qu'ils sachent ce qu'il leur revient de droit et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc encore une fois, ce n'est qu'une proposition que la mairie ou la commune de Golf Cap devrait essayer de faire accepter par la majorité, y compris le gouvernement ou l'administration. Ceci mis l'un dans l'autre, Fabrice, ceci ne pose-t-il pas alors le problème de maîtrise des textes par certains de nos élus locaux qui confondent sinus et cosinus et parfois amour et amour? Non, pas forcément. Tu sais, la Constitution, nous pouvons faire un débat sur les articles, toutes les questions d'interprétation et autres. Et comme il y a une loi, il reste le décret d'application. Mais moi, de façon globale, moi je crois que c'est un débat pour un peu amuser la galerie. Oui, c'est important les noms des rues, mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas la préoccupation des Togolais, c'est pas le face à la vie chère, c'est pas la bataille sur les noms des rues qui nous intéresse vraiment. D'abord, il faut bien tracer ces rues-là, les arranger, après on va donc je crois que il faut qu'on sache qu'est-ce qui est. Il faut savoir aller à l'essentiel d'abord. Tout à fait. Merci beaucoup. Il faut éviter de donner certains noms à des rues comme rue Lézard. Oui, tout ça, il ne faut pas donner des noms qui ridiculisent la commune. C'est là où aussi, les conseils municipaux, un code du travail, et on espère que le président de la République va sortir bientôt ce décret qui va permettre à tout le monde de savoir ce qu'il y a. Il faut revoir beaucoup de choses parce que, comme Tommy le disait, ça doit être une concertation. Parce qu'il y a les noms de certaines rues, on ne comprend pas qu'est-ce qui motive rue des Crapauds. On ne sait pas qu'est-ce qui motive ce nom-là pour telle ou telle rue. On verra voir. Merci de vous être prononcé sur cette question. Pour une deuxième fois consécutive, mon président, le Conseil national des patrons de presse va célébrer la semaine de la presse, autrefois appelée journée porte ouverte sur la presse. Cet événement a suscité beaucoup d'intérêt et est devenu semaine de la presse sous El Hadj Arimiao Tchaniaou. À défaut de l'avoir sur ce plateau pour des raisons d'empêchement, j'ai eu également pas des moindres qui a travaillé dans le CONAP avant d'être aujourd'hui président de l'Observatoire togolais des médias. Nous étions membres de CONAP. Voilà. Et c'est une belle coïncidence. Tony, qui est le président de c'est OPL, OPL également est là. Alors, mon président, par rapport à ce titre, je déniche votre deuxième casquette, président du Conseil national de l'Observatoire togolais des médias, pour vous poser cette question en cette qualité de président observateur. Le premier observateur de la presse, c'est vous. Alors, quelle appréciation, comment appréciez-vous cette initiative du CONAP qui prend de l'ampleur d'année en année? D'abord, les journées portes ouvertes ne coïncidaient pas forcément avec la semaine, la journée internationale de la presse. Je crois que les journées portes ouvertes, c'est une initiative
le CONAP a décidé de laisser tomber les JPO parce qu'effectivement ça deviendrait trop redondant et de passer à la semaine de la presse, et le CONAP a préféré loger cette semaine-là à l'occasion de la journée internationale de la presse. Donc je crois que c'est aussi une bonne initiative pour agrémenter un peu ce jour-là, puisque ça va au-delà du 3 mai. Mais comme d'habitude, de façon classique, le 3 mai quand même reste la journée internationale de la presse. Et à cette occasion, il y avait un événement qui est la présentation du rapport sur l'état de la presse. Et donc ça aura lieu cette année, le 3 mai, dans l'après-midi. Ce sera à Agora Senghor. Où, par vous-même, l'Observatoire togolais des médias. On va essayer de transmettre de façon officielle ce rapport-là au ministre de la Communication à la HAC, et également informer les gens sur comment la presse a vécu sur cette année, donc l'année qui va de mai à mai. Et donc au-delà de ça, ça voudrait dire que cette cérémonie de présentation se loge dans cette semaine de la presse qui, elle, a plusieurs activités. D'accord. Et je ne vais pas vous presser à la chose. Je crois que ceux qui voudraient bien savoir l'œil de l'Observateur togolais des médias sur la vie de la presse, on leur donne rendez-vous le mercredi, le mardi 3 mai à 15h pour le rapport annuel de l'OTM. L'OPEL également, c'est un autre observateur des médias, même si c'est pour en ligne, la presse en ligne. Également, quel regard portez-vous sur ces journées portes ouvertes, d'abord devenues semaine de la presse et en même temps la semaine de la presse également? Oui, vous savez que le mois de mai, surtout début mai, est un mois spécial pour les journalistes. Déjà, le 1er mai, c'est la fête du travail. Les gens pensent que les journalistes, étant donné qu'on a le 3 mai, on n'a pas le droit de fêter le 1er mai. C'est faux. Le 1er mai également, étant travailleur, c'est notre fête. Et puis le 3 mai, c'est la journée internationale de la presse qui est célébrée pas seulement au Togo, mais partout dans le monde. C'est un moment où nous nous rappelons de ceux qui ont été fauchés au cours de leur mission journalistique, mais aussi nous faisons un bilan du chemin parcouru et de ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer effectivement notre travail et aussi pour être encore plus au service du public. D'accord. Vous savez que cette année, le 1er mai, c'est la fête du travail. Le 2 mai, curieusement, c'est le Ramadan. Et puis c'est l'anniversaire de l'OPEL, de la presse en ligne. Et le 3 mai, on se retrouve tous effectivement au rapport de l'OTM, tout cela dans l'après-midi, c'est le mardi prochain. C'est une semaine donc pleine d'événements, et je vais à la mèche pour vous dire que le thème sur lequel va se célébrer cette semaine de la presse, c'est la contribution des médias et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et puis le djihadisme à suivre donc le mardi prochain. Et on termine avec un tour en France. La France a un nouveau ancien président depuis dimanche passé. Il s'agit de Emmanuel Macron qui succède à lui-même face à Marie Le Pen. Merci à la régie, à Marie Le Pen à qui donc les urnes n'ont pas souri. C'est le changement dans la continuité ou la continuité dans le changement, Fabrice? Oui, bon, je crois que depuis les 2 derniers mandats avant Macron, on n'avait plus vu un président français rempilé. Sarkozy a fait un mandat, au second il a été battu. François Hollande a fait un mandat, il n'a même pas eu le temps de se représenter pour le second mandat. Alors donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, quand même, qu'on ne croyait pas pouvoir rempiler, puisqu'il n'a pas mieux fait que ses prédécesseurs, a quand même réussi à remporter ce second mandat-là. Et donc c'est tout simplement parce qu'en face, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Je crois que de façon globale, son score le dit. Et oui, Marine Le Pen a perdu, mais je crois qu'il faudrait également ouvrir les yeux sur le score, car aujourd'hui, la Renaissance, les partis de l'extrême gauche, notamment incarnés par la famille Le Pen, qui sont aujourd'hui avec 41%, je crois que c'est grand. Même s'ils n'ont pas gagné l'élection, je crois qu'ils ont fait une percée très importante et qui à l'avenir, on devra tenir compte, parce qu'à cette allure, au fil des années, on se rend compte que le Front National
continue toujours par gagner des points. Maintenant, de façon globale, l'intérêt de l'Afrique dans cette élection, c'est toujours le même débat. Aujourd'hui, la France est sérieusement secouée dans son précaré. Ça ne va pas au Mali, même en Guinée, ce n'est toujours pas ça. Et bon, voilà. Est-ce que Macron il fera rien? Ça, il faut même pas rêver. C'est toujours la politique française qui va continuer. Mais il faut dire qu'elle est secouée quand même avec ce qui se passe au Mali. Vivien, beaucoup de défis attendent Macron, surtout avec ses métropoles. Je pense que les Français ont choisi entre Macron et Le Pen, il ne faut pas se tromper. C'est vrai que Macron avait eu déjà un score pas mal, mais au deuxième tour, beaucoup de Français ont préféré Macron à Le Pen. Maintenant, la question qui nous intéresse ici en Afrique, quelle sera la nouvelle politique d'Emmanuel Macron ou de la France vis-à-vis de l'Afrique. Et je pense qu'il est important que les Africains n'attendent rien de la France. Parce que la France, le président Macron est là pour l'intérêt de la France. Et la France va continuer par défendre ses intérêts. Mais la relation ou les relations que nous devons avoir désormais avec la France, c'est des relations qui se limitent strictement à la coopération, à l'amitié et peut-être aussi à la solidarité. Mais s'attendre à ce que la France fasse encore de l'aide à n'importe quel moment, je pense que celui qui t'aide des fois a l'impression d'être ton papa. Et c'est ce qui a amené le président français Emmanuel Macron à tenir certains propos qu'on ne devrait pas tenir vis-à-vis d'un collègue chef d'État. Par exemple, les propos envers le président du Mali, quand même c'est un coup d'État et tout le monde est contre les coups d'État, mais il faut savoir tenir des propos pour quelqu'un qui est quand même responsable d'un État, tout comme vous aussi vous êtes responsable d'un État souverain. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains s'imposent, il faut que les Africains aident le monde entier à les respecter. Et nous avons la possibilité, nous aussi, de faire des dons à certains pays de l'Europe. La preuve, le Togo a fait une fois un don symbolique au Japon. Quand le Japon a eu un cataclysme, le Togo a fait un don au Japon. C'est à la Croix-Rouge japonaise. Oui, mais c'est quand même la Croix-Rouge japonaise du Japon. Voilà. Donc, nous aussi, nous pouvons faire mieux. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron est réélu, mais les Africains doivent prendre leur destin en main. La France n'est qu'un ami de l'Afrique et non le chef ou celui qui doit être le voyeur de tout. Merci, c'est sur cette note de l'élection de Macron en France comme président de la République que prend fin cette messe médiatique de ce dimanche 1er mai 2022 à laquelle j'ai eu l'honneur de recevoir Fabrice Pékézi, directeur de publication du journal Le Libéral, et puis président de l'Observatoire togolais des médias, et de Tommy Vivien, ces deux grandes personnalités qui m'entourent ce dimanche. Lui, il est le patron du journal Plume Libre, que je ne croise plus tellement. On ne vous envoie pas souvent, mais que vous aurez d'ici la semaine prochaine. Et puis surtout président de l'OPEL, Observatoire Organisation professionnelle de la presse en ligne. Tout ça s'est passé grâce à la collaboration technique de Ibrahim Machi au cadrage, Alexandre Tchalim à la mise en orbite et en ligne, Djelil Djeda a monté les chapitres que vous avez écoutés tout à l'heure. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Un clin d'œil à un ami depuis les États-Unis, c'est Sylvestre Thierry qui nous suit tous les dimanches. Merci, quel que soit. Bonne fête surtout de travail. Je crois que à la fin, la troisième mi-temps, j'attendais de le recevoir. Il devrait être financé par quelqu'un qui pouvait nous envoyer ça par petit monnaie. Mais bon, je suis entouré de deux grandes personnalités. N'est pas Fabrice qui veut et n'est pas aussi Tommy qui veut, Vivien qui veut. C'était pour blaguer. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Un coucou spécial à tous ceux qui m'ont suivi depuis à détricoter. Quelle que soit la vitesse du jet de l'urine, la dernière goutte tombe toujours entre les cuisses. Quelle que soit la vitesse du jet de l'urine, la dernière goutte tombe toujours
entre les cuisses. C'est de Chinua Achebe, le Nigérian. Bonne méditation, à dimanche prochain. Recevez la voix de Dooms, @DMS très très fort. Mélodie à Paloma, à cause de toi, ma lumière devient nuit. À cause de toi, je suis déprogrammé. À cause de toi, je suis traumatisé. À cause de toi, je suis complètement troublé. Bébé, reviens en ma samise. Bébé, reviens en ma sanjaï. On va danser, on va bouger. On va danser, on va bouger, on va swinguer, jababa kaka, na trova kaba. Dama Kimboudou, Albert Sauvé Joli, depuis Canada. Ah ouais, c'est toujours la voix de Toumse, @TMS, le scorpion qui pique tes graines matiques. Depuis que t'es parti, je n'arrive plus à dormir. Mais mon boulot, je n'arrive plus à me retenir. J'aimerais te dire que t'es la grande partie de ma vie. Oh mon bébé, arrête tous ces manies. Amina Tade,